Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2015. Bienvenue dans notre journal régional de la mi-journée et merci de votre fidélité. C'est la reprise des combats de coq aujourd'hui. Aucune allusion à la campagne électorale des régionales. Les pits à coq de Guadeloupe commencent en effet leur saison ce dimanche. Une saison qui ne commence pas sur les meilleurs auspices avec la diminution d'abord des pits, mais également des amateurs guadeloupéens. Karine Gielman était ce matin au célèbre pit de Mornalo, le pit de Bel-Air. Coq, Paris et tradition, dans une ambiance effervescente, le premier combat de l'année est lancé. Le galodrome est plein et pourtant les combats de coqs sont un patrimoine en péril. Aujourd'hui, il reste 13 pits à coqs reconnus par la Fédération guadeloupéenne. Le pit à coq de Dolores Bellet existe depuis 73 ans, une affaire de famille. Je suis dans ce milieu parce que je fais partie des gens qui protègent le patrimoine, la culture et la tradition. La culture, pour moi, c'est ma colonne vertébrale. Donc moi, j'ai travaillé à Paris à la sécurité sociale. Mon père décède, ça fait 12 ans que je suis en service. Eh bien, j'ai carrément démissionné de mon poste pour entrer dans ce pays et pour protéger un patrimoine. Préserver le patrimoine n'est pas aisé. Ils nous ont laissé le choix de continuer jusqu'à ça tombe à l'eau. Et puis ça va continuer. Et puis tant qu'il y a des amateurs, on va pouvoir continuer. Mais quand les amateurs vont décider d'arrêter, le combat de coq va disparaître. Il reste encore une trentaine de pits à coq dans la région Nord-Pas-de-Calais. Les maires dans ces communes protègent ces pits à coq et dans leurs bulletins municipaux, ils précisent aux gens qu'il y a tel galodrome en location, est-ce qu'ils veulent venir pour que la tradition continue à se perpétuer. Chez nous, on ne voit pas ça, c'est quand même dommage parce que la tauromachie et les combats de coq, c'est la même loi. Si, pour la tauromachie, on ne dit pas qu'on peut recréer une autre arène, mais si ça se ferme, on peut créer une arène à côté, rien n'interdit, alors que pour les pits à coq, non. Alors moi je dis, là, il y a matière à discussion. En effet, depuis 2012, il est possible de rénover, mais pas de construire de nouveaux pits à coq. Ce qui a suscité il y a quelque temps une division au sein de la fédération entre ceux qui respectent cette nouvelle règle et ceux qui ont choisi de combattre clandestinement. La pesée finie, les mariages entre coqs conclus, le combat peut commencer. Autre combat de coq, on peut le dire, c'est celui des élections régionales de décembre prochain. Je vous le disais hier, elle a repris ses droits, cette campagne électorale, après les moments d'émotion, bien sûr, et de recueillement qui ont suivi les attentats de Paris. Hier, Harry Chalus, le député maire de Bémao, était tout simplement chez lui pour recevoir des jeunes qui se sont constitués en comité de soutien à sa candidature. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils sont jeunes et se font appeler acteurs du changement. On les trouve dans toutes les communes de la Guadeloupe. Leur mouvement est né en août 2015. L'idée, s'engager encore plus dans la société en s'impliquant dans la campagne de Harry Chalus, candidat aux élections régionales. Ils sont chefs d'entreprise, membres d'associations ou autres et veulent faire bouger les choses. Pour ce deuxième rendez-vous, ils sont venus présenter leurs actions, parler de leurs expériences pour susciter des vocations. Pour nous, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'investir en politique, s'investir autour d'Harry Chalus et de l'équipe qui conduit pour les prochaines élections régionales. La différence pour nous, elle est là, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui se sont rassemblés pour soutenir un candidat, mais qui sont venus pour faire des propositions, démontrer qu'il y a une jeunesse qui veut s'investir, qui veut prendre sa part dans le développement de cette Guadeloupe. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi de porter le nom d'acteurs du changement. Les jeunes, une frange de la population qui occupe une place particulière dans la campagne de Harry Chalus. Le candidat se dit à leur écoute et souhaite leur redonner envie de croire au potentiel de l'archipel. C'est en fonction de ce que les jeunes nous diront que nous allons mettre en place, en plus de ce que nous proposerons, des activités, des actions vers la jeunesse. Ce rassemblement à l'atelier de Bémao était aussi l'occasion de soumettre des questions aux candidats. Des interrogations concernant l'emploi, la formation, la création d'entreprises, les points clés à développer dans son programme. Victorin Lurel, de son côté, a reçu le soutien de proie d'un groupe d'intellectuels et de personnalités de la culture qui, avec arguments bien réfléchis, défendent le bilan du président sortant de la région. Le reportage de Karine Gielman.
Remerciements appuyés pour le Memorial Act à l'attention du candidat aux élections régionales Victorin Lurel. Des artistes et des intellectuels se mobilisent autour de sa candidature et lui apportent leur soutien quant à sa gestion du secteur culturel. Je dirais d'abord dans l'ordre de l'éducation et de la formation, les actions notables du Conseil régional dans le domaine universitaire, la création de ce magnifique campus universitaire du Camp Jacob à Saint-Claude, l'érection toujours à Saint-Claude, également à Saint-Claude de la Cité de la Connaissance, les travaux faits pour améliorer, conforter, agrandir les lycées. Autant d'exemples à citer, mais surtout citons la construction admirable du Memorial Act, qui est une œuvre de portée historique désormais. L'universitaire a affiché également son incompréhension quant au rejet du Memorial Act par certains acteurs politiques. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Guadeloupéens, ou certains Guadeloupéens, parce que ceux dont vous parlez sont une minorité, ne sont pas une majorité, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'on tarde à reconnaître que cette œuvre-là est une œuvre majeure, est une œuvre noble, noblesse intellectuelle de ce mémorial. S'engager dans le combat politique est une chose, mais ce comité tient tout particulièrement à s'engager avec les politiques. Dans un pays où culturellement on se construit, puisque il n'y a pas encore l'aboutissement, on va dire, grandiose encore de tout ce qu'on attend de la culture, c'est normal que les artistes, qui eux sont techniciens dans leur domaine, puissent apporter leur contribution aux politiques et de pouvoir permettre à nos institutions, à nos infrastructures d'évoluer en les accompagnant. L'installation officielle du comité de soutien se veut ainsi un étendard culturel du président à 15 jours du premier tour. Près de 3000 participants, comme on dit selon les organisateurs, mais là, on a envie de les croire, tant le succès de la première Guadacolor Fun Run semble évident. C'est un concept, vous le savez, déjà répandu ailleurs, d'une course à la fois sportive et festive, au cours de laquelle les participants sont tout simplement aspergés de peinture, et cela amuse tout le monde et plaît à tout le monde. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. De la poudre colorée, de la bonne humeur et du sport. C'est le cocktail détonnant de cette première Guadacolor Fun Run. Marciano, venu en simple accompagnateur, s'est laissé prendre au jeu, tout comme Emma, qui se met en condition avant la course. Accompagner mon frère et je me suis laissé prendre au jeu, comme vous pouvez voir sur mon état. Donc c'est quelque chose de très coloré, de très vif. On se met en condition en fait dans la course, quoi. Une première réussie de l'avis de tous. Alors j'ai trouvé ça bien. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir une indigestion parce qu'il t'envoie plein de peinture dans la bouche. Alors c'était une course super sympa, tout le monde a joué le jeu, personne n'a râlé, on a pris de la poudre de tous les côtés, en haut, en bas, le t-shirt, en dessous, de partout. Et je trouve que vraiment tout le monde a été très sympa, tout le monde a ri, on s'est soutenu, on s'est passé des bouteilles d'eau. Et en des moments très difficiles comme on a en ce moment, eh bien c'est beau de voir ça. C'est super génial, même si j'ai mangé un petit peu de poussière, un petit peu de couleur, mais c'est top. Il y a un petit peu trop de couleurs sur les yeux. On s'est bien amusé, c'était bien. On en a eu plein les cheveux. C'est énorme, des sourires, de la couleur partout, un beau temps. Plus de 3000 personnes sur le site. Là, on va terminer par le festival de couleurs et enchaîner sur les artistes et tout ça. C'est un truc de fou, il n'y a pas de mot à dire. C'est 3 mois de travail intense tous les jours. Là, j'ai dormi 3 heures en 5 jours. C'est la récompense. Première du genre pour notre département, la Guadacolor Fun Run a de beaux jours devant elle, tant l'engouement du public a été important. Plus de 3000 personnes venues s'amuser tout en faisant du sport. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera aujourd'hui notamment question de ce nouveau conflit politique, on peut l'appeler ainsi, entre le Nicaragua et son voisin, le Costa Rica. Nicaragua-Costa Rica, conflit autour des Cubains. Le Nicaragua soutient que le Costa Rica a créé une crise en accueillant plus de 1200 migrants cubains qui transitent vers les États-Unis. Selon le gouvernement nicaraguayen, cette affaire doit être abordée par le système d'intégration de l'Amérique centrale, le SICA, et non pays par pays. L'armée nicaraguayenne a refoulé plus de 2000 Cubains
qui étaient rentrés depuis le Costa Rica à travers le poste frontalier de Rocher-Blanc. Des dizaines de camions militaires, d'hélicoptères et d'autobus pleins de policiers ont été déployés à cet endroit. De son côté, le Costa Rica a fortement critiqué le Nicaragua d'avoir recours à l'armée pour éviter que les migrants passent la frontière. Le chancelier costaricain Manuel González a assuré que le Costa Rica ne va pas laisser les migrants abandonnés. Cependant, la frontière sud de l'État mexicain du Chiapas fait face à une avalanche de Cubains qui souhaitent se rendre aux États-Unis. De son côté, la Havane garde un silence de marbre face à la crise migratoire cubaine qui touche l'ensemble de l'Amérique centrale. Miami, crise des migrants cubains toujours. Les gardes-côtes américains ont rapatrié 39 migrants cubains à Bahia de Cabana, à Cuba. Ce rapatriement est pris en application de 3 interdictions d'entrée sur le territoire américain élargies en mer du Sud du détroit de Floride. Ces interdictions ont pour but de dissuader les ressortissants cubains d'entrer illégalement aux États-Unis sur des navires non navigables, généralement appelés des yolas. Ainsi, les gardes-côtes américains se voient revêtir 2 missions. D'abord, sécuriser la frontière maritime américaine, mais aussi empêcher les migrants à prendre la mer dans des conditions périlleuses. Les gardes-côtes patrouillent agressivement dans le détroit de Floride pour détecter et dissuader les migrants clandestins de débarquer aux États-Unis et pour garantir la sécurité maritime dans le détroit de Floride. Bahamas, forte croissance de la criminalité. Le commissaire de police bahaméen Ellison Greenslade a dit cette semaine ne pas être étonné de la forte hausse de la criminalité dans l'archipel et que ce taux continuera d'augmenter tant qu'il n'y aura pas de changement législatif et de politique. Le commissaire Greenslade rappelle que même s'il arrête un grand criminel, il suffit que celui-ci paye sa caution pour recommencer ses crimes peu après sa sortie. La frustration du commissaire Greenslade est qu'un jeune homme bahaméen peut commettre un crime flagrant dans le Commonwealth des Bahamas, mais peut aussi faire un pied de nez au système judiciaire. Greenslade appelle à un changement profond du système carcéral des Bahamas. Dans le cadre des Journées de l'enfance qui ont réellement débuté cette semaine avec la Journée internationale des droits de l'enfant, le conseil départemental organise aujourd'hui une journée loisirs en famille, tout simplement, mais on y réfléchit tout de même car des conférences débats y sont organisées et cela se passe au Fort Fleur d'Épée et au Gosier. Et des conférences débats qui rappellent les problématiques de l'enfance en Guadeloupe, le reportage de Patrick Curie. Les 12e journées de l'enfant sont organisées sur le thème du respect, un thème qui rappelle qu'ils ont des droits. Aujourd'hui, au Fort Fleur d'Épée, les activités ludiques passionnaient les enfants venus là. Bon, elle est bien, hein. Ça se passe bien, et voilà, c'est plutôt pour les enfants. Moi, je suis plutôt là avec ma soeur, mais voilà quoi. Je joue à un jeu, ça consiste en fait à faire une ligne droite. Et je pense que c'est un jeu ancien, et voilà, et c'était bien quand même. Bien agréable, il y a des jeux, des caboines à domino, des jeux gonflables, c'est bien. L'un des aspects de cette manifestation est le pont intergénérationnel qui rapproche les plus jeunes de nos aînés. Eh bien, tout à fait, toujours. Hein, ça, c'est un aspect sur lequel on est très attentif. L'intergénérationnel, tout ce qui va être aussi la partie transmission, hein, puisque dès qu'on parle d'enfants, on parle de parents, mais on parle aussi de grands-parents, on parle aussi de famille élargie, surtout chez nous en Guadeloupe, dans notre tradition culturelle, la famille élargie, les grands-parents ont une place qui est centrale. Et donc, toujours évidemment, aussi dans la culture, notre culture traditionnelle, il s'agit que les enfants puissent avoir accès justement à ces jeux traditionnels qui sont magnifiques. Hein. Et ça ne sera pas la première édition pendant laquelle nous aurons mis en exergue, hein, mis vraiment en valeur ces jeux traditionnels qui passionnent les enfants. Hein. Encore l'année dernière, les enfants se précipitent. Hein. On les croit absolument, comment dirais-je, pris, comme on dit chez nous, sur les jeux électroniques et tout ce qui concerne cet aspect-là. Mais ils aiment la nouvelle technologie, mais ils aiment aussi les traditions et les enfants s'amusent beaucoup sur les jeux traditionnels. Donc effectivement, un pont, une alliance, aujourd'hui, demain, mais hier aussi, le tout dans une même dynamique, au service de l'enfance. Cette journée fait l'écho à la Journée internationale des droits de l'enfant et entre dans le schéma départemental 2015-2019 visant à améliorer et renforcer la qualité de l'accueil des jeunes pris en charge.
Kijan Ikafet, eh bien, c'est le nom de cette association de Chauvel, association de jeunes dont nous vous parlions il y a quelques semaines. Une association qui s'active pour faire vivre son quartier. Après avoir posté quelques vidéos qui ont rencontré sur le net quelques succès, eh bien, ces jeunes se lancent cette fois dans la réalisation très professionnelle d'une vraie série. Celle-ci s'intitulera Commissariat. Elle est destinée à la diffusion sur le net toujours, mais peut-être aussi c'est une ambition sur une chaîne de télévision, pourquoi pas comme Alizé. Explication Karine Gielman. Action répétition. L'on sorti, hein? De chez moi, patron. Ou pas senti qu'il y a un problème? Ah oui, patron! C'est mon bokit qui sort comme ça, c'est dans mon sac. La petite troupe qui monte, mais tourne, écrit, joue, produit aussi. Kijan Trouvé est une bande d'amis, une famille, ensemble pour la plupart depuis le lycée. On s'ennuyait en fait pendant les grandes vacances. On cherchait une activité pour justement tuer le temps, tuer l'ennui. Et du coup, on a eu cette idée de nous filmer en train de faire des blagues. Et on a diffusé sur Internet. Parce que bon, à l'époque, voilà, quand on est personne, on a envie quand même que quelqu'un voit ce qu'on a fait, pour faire profiter les autres. Donc le seul moyen qu'on avait, c'était utiliser Internet. Et donc du coup, on a diffusé. Et une fois qu'on a diffusé, ça a plu. Et on s'est senti obligé de continuer l'aventure. L'évolution, ça se passe bien. Ça évolue de plus en plus. Tout ça, c'est grâce aux téléspectateurs, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne pense pas qu'on serait arrivé jusqu'à là. Et pour leur faire plaisir, on améliore le travail de jour en jour. Et puis voilà. Je suis rentrée en fin 2009 et ça fait très longtemps qu'on se connaît, parce que on va dire que c'est la famille, c'est les voisins, c'est la famille de Chauvel, quoi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un commissariat, mais sur le plateau de leur nouvelle série qui s'intitule Commissariat. Ça tourne pour moi. Petit cher, c'est costume pris 5. Action! La jeune troupe a tout appris sur le terrain il y a de cela 6 ans. Maintenant, effectivement, on fait... Il y en a certains qui prennent des cours de théâtre, parce qu'on a avec nous Marc Lombourdier qui donne des cours de théâtre. Donc ça nous permet justement que le jeu d'acteur des comédiens s'améliore. Et donc voilà, mais à la base, les comédiens n'ont pas suivi vraiment de cours de théâtre. Pour le financement, idem, ils ont appris à s'autoproduire. Il y a beaucoup d'autofinancement, c'est du financement personnel. C'est vrai qu'on a monté une association en 2011 qui s'appelle Association Kijan Trouvé et qui nous permet aussi de lever des fonds comme on a pu faire lors de la foire, lors de foires culinaires passées. Bon, maintenant on est un peu plus structuré, c'est-à-dire qu'on a monté notre boîte de production qui s'appelle Yarma Vidéo. Donc maintenant c'est grâce à Yarma Vidéo qu'on arrive à produire, à s'autoproduire. Prochaine étape pour la série Commissariat, passer d'une diffusion prévue sur la toile au petit écran et pourquoi pas sur la scène. Du sport pour refermer cette édition avec tout d'abord les derniers résultats de la 7e journée du championnat de football de division d'honneur. Le CSM poursuit son petit bonhomme de chemin en s'imposant 2-0 face au Phare du Canal. La rencontre se disputait d'ailleurs à Petit Canal, mais c'est le CSM qui recevait. La solidarité scolaire a surpris l'Amical Club de Marie-Galante 1-0 et puis la Gauloise elle-même a été surprise par l'USBM à Bouillante 1-0. À l'issue de cette journée, c'est toujours l'USR qui occupe la première place du championnat. Et puis un mot du rallye automobile du Sud-Bastère, c'est la dernière manche du championnat de la Guadeloupe. Une première partie hier qui a connu beaucoup de casse, une casse qui a même touché le leader du championnat Edmond Biki avec un capot arraché, un pare-brise cassé. Mais décidément, rien n'arrête notre champion car à 2 spéciales de la fin de cette épreuve, il occupe la première place et donc devrait logiquement conserver son titre de champion de Guadeloupe, une épreuve sur laquelle nous reviendrons en détail dans notre édition de 19h. Le temps qu'il fera cet après-midi sur notre archipel, eh bien, c'est encore une fois un mariage entre ensoleillement et puis quelques averses éparses. De la pluie notamment sur l'agglomération pointoise, sur les hauteurs de Saint-Claude ou encore sur Déé.
Les températures seront autour de 27 degrés, hormis un petit 17 degrés toujours sur les hauteurs de Saint-Claude. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi du magazine Grand Reportage. Je vous retrouve à 19h pour notre journal du soir. Excellente journée sur Alizé.